je vais masquer les commandes flottantes. Voilà, nous allons voir dans cette présentation les liants qui sont utilisés comme matériaux routiers, notamment les liants hydrocarbonés et les liants hydrauliques. Alors, nous allons commencer par les liants hydrocarbonés. Alors, le premier liant hydrocarboné qui a été utilisé est le goudron, entre les années 1902 jusqu'en 1950. Alors, le goudron issu de la distillation de la houille, qu'on appelle la pyrolyse, a été utilisé pendant très longtemps pour l'éclairage public, pour le gaz domestique, mais également comme matériau routier. Alors, le goudron est d'origine végétale. Avec le développement de la carbochimie, le goudron a été utilisé pendant cette période. Mais aujourd'hui, le liant hydrocarboné le plus utilisé, c'est le bitume. Le bitume qui est issu du raffinage du pétrole. Alors, le bitume a une origine essentiellement animale, donc c'est des animaux pyrolysés avec le développement de la pétrochimie qui a donné naissance au développement de l'utilisation du bitume. Alors, la connaissance du bitume remonte à la plus haute antiquité. On trouve dans des textes anciens voilà, des traces de la connaissance du bitume. Notamment, on pense que l'arche de Noé aurait été enduite d'huile. Donc, ce qui fait qu'il y a des références dans des documents anciens où on pense que la connaissance du bitume date de très, très longtemps. Dites que ce n'est pas un produit nouveau, mais les peuples anciens connaissaient aussi les avantages liés à ce produit-là, notamment des avantages de liant. Ça peut lier plusieurs éléments assemblés, mais également lié à l'imperméabilité. Pour imperméabiliser quelque chose, les peuples anciens n'hésitaient pas à utiliser ce produit. Alors maintenant, le comportement mécanique du bitume de façon sommaire. On sait que le bitume a un comportement viscoélastique. Viscoélastique, c'est-à-dire ici, il y a une partie élastique du comportement. C'est quoi? Le bitume subit une déformation sous une contrainte donnée. Une déformation qui peut être récupérable, ou bien une partie de cette déformation sera récupérable, sera réversible. En ce moment, c'est l'élasticité, c'est la partie élastique du comportement. Par contre, par opposition à l'élasticité linéaire, cette déformation ici est proportionnelle au temps d'application de la contrainte. Et c'est ça, d'ailleurs, la notion de viscosité. Le temps, l'aspect temps, n'est-ce pas, qui intervient dans ce comportement. La déformation est proportionnelle au temps. Et la récupération de cette déformation est retardée. La déformation est retardée, n'est-ce pas? Ça se fait dans le temps. Contrairement à un matériau qui a un comportement élastique linéaire, où la réponse est instantanée. La déformation est instantanée. Quand j'applique une charge, ça se déforme instantanément. Et quand je relâche la charge, le matériau revient à sa position initiale instantanément. On voit que le bitume a un comportement complètement différent de ce comportement élastique linéaire. Le bitume a un comportement viscoélastique. C'est-à-dire qu'ici, la déformation est retardée dans le temps. Alors, voilà, maintenant, cette viscoélasticité, l'autre caractéristique fondamentale des bitumes, c'est que cette viscoélasticité est fonction de la température. Voilà. Donc, la température
peut jouer un rôle extrêmement important ici dans le comportement du bitume. Alors, si la température augmente, évidemment, on va vers un comportement élastique, on va vers un comportement plus visqueux, n'est-ce pas? On va vers un comportement plus visqueux. Donc, quand la température augmente, on se rapproche plus de la viscosité. Quand la température diminue, ça devient solide, alors là, on se rapproche plus de l'élasticité. Par contre, là, ça devient de plus en plus visqueux, liquide. En ce moment, on tend vers la viscosité. Donc, et entre les deux, vraiment, vous avez des comportements intermédiaires. Vous voyez ici le rôle prépondérant de la température dans le comportement mécanique. Alors, il faut savoir que pour le comportement de la chaussée, alors le bitume sera parfaitement utilisé pour le trafic, n'est-ce pas? C'est-à-dire que sur les routes où les véhicules ne s'arrêtent pas, les véhicules roulent, en ce moment, le bitume, et son utilisation est vraiment exigée ici de par son comportement face au trafic. Par contre, son comportement est très mauvais pour le stationnement. C'est-à-dire que si les poids lourds stationnent, s'arrêtent sur la chaussée, sur la couche faite donc d'enrobés bitumineux, en ce moment, il y aura des déformations excessives parce que le bitume va subir quand même, bien le mélange, l'enrobé va subir des déformations excessives, va subir l'orniérage statique, aussi le béquillage. En ce moment, c'est mauvais pour le stationnement. C'est pourquoi, au niveau des aires de stationnement, on ne met pas des enrobés. On peut mettre, par exemple, des structures rigides. Alors, concernant la composition physico-chimique, il y a énormément de molécules différentes, dans le bitume. Alors, si je prends le bitume, je le fractionne en deux parties. Je peux le faire en ajoutant un hydrocarbure léger, c'est-à-dire qu'on appelle un solvant. Alors, en ce moment, je parviens à séparer les deux éléments essentiels du bitume, ce qu'on appelle les maltaines et les asphaltènes. Les maltaines, c'est quoi? C'est la fraction dissoute, constituée d'aiguilles, essentiellement, n'est-ce pas? En tout cas, c'est la fraction qui est dissoute. Ici, c'est des huiles visqueuses, de couleur foncée, n'est-ce pas? De couleur foncée. Alors, en réalité, ce sont les maltaines qui donnent au bitume ce qu'on appelle ses propriétés visqueuses des maltaines. Donc, c'est la fraction huileuse, visqueuse, de couleur foncée et qui est dissoute dans le mélange, qui est dissoute dans le bitume. Alors, à côté des maltaines, vous avez les asphaltènes qui est la fraction précipitée. C'est la fraction lourde. Alors, elle est constituée de corps de poids moléculaire très élevés, sous forme d'aiguille également. Voilà. Alors, c'est une substance qui est solide en réalité et noirâtre. C'est d'ailleurs cette substance-là qui donne au bitume son aspect noirâtre. Alors, les asphaltènes vont baigner dans les huiles aromatiques que sont les maltaines. Ce sont les asphaltènes-là qui baignent dans les huiles, qui baignent dans les maltaines. Ce sont les asphaltènes qui donnent au bitume sa couleur noirâtre. Alors, remarque, en vieillissant, le bitume s'appauvrit en fraction légère maltaine. La fraction légère, c'est la fraction maltaine, n'est-ce pas? C'est la fraction dissoute, n'est-ce pas? Et en vieillissant, le bitume va s'appauvrir en maltaine et donc va s'enrichir en fractions lourdes qu'on appelle les asphaltènes. Maintenant, la fabrication du bitume, le bitume est issu du raffinage du pétrole brut, n'est-ce pas? Donc, le raffinage, c'est quoi? C'est l'opération qui consiste à séparer les différents constituants du pétrole brut, du plus léger, qui est le gaz, jusqu'au plus lourd, le bitume. C'est ça le raffinage. Alors, le principe du raffinage, c'est quoi? C'est la distillation. On fait une distillation. C'est cette distillation qui va séparer les différents constituants du pétrole suivant leur point d'ébullition. Il suffit d'augmenter progressivement la température
la température et de séparer les différents constituants en fonction de leur point d'ébullition. Alors, les pétroliers, les grosses pointures, les grosses multinationales qui travaillent sur l'industrie du pétrole, eux, ce qui les intéresse, c'est les huiles, n'est-ce pas? C'est les huiles. Ils ont moins besoin de bitume ou bien de fuel lourd. Les éléments lourds là, ça les intéresse moins. Ce qui les intéresse, c'est les autres huiles, l'essence, le kérosène, le gasoil, etc. Par contre, nous, le bitume va nous intéresser, nous les routiers, et on va l'utiliser comme liant hydrocarbonique. Alors, le bitume, c'est le seul produit du pétrole qui ne brûle pas. Heureusement pour nous. Alors, le raffinage se fait dans des industries de raffinage, n'est-ce pas? Des industries de raffinage. Donc, regardez ici une plateforme. Ça, c'est une plateforme pétrolière offshore. Ouais. Donc, avec les installations offshore, avec certainement le forage qui va jusqu'à des kilomètres sous l'eau pour aller chercher le pétrole. Le pétrole se forme en profondeur, n'est-ce pas? C'est des gisements qu'on retrouve dans des couches spécifiques, des couches réservoirs, des réservoirs qui vont accumuler donc, ce pétrole brut-là. Et donc, ici, par forage, on peut aller chercher donc, ce pétrole brut et le remonter en surface. Une fois qu'on les remonte en surface, il y a des pipelines qui sont là, qui permettent donc de transporter donc, le pétrole jusqu'à la raffinerie. Donc, dans une raffinerie, il y a donc toute une installation qui permet ici de raffiner le pétrole brut et de sortir les différents éléments, les éléments huileux, les éléments légers, et donc de pouvoir stocker le bitume, c'est-à-dire les éléments lourds ici, de pouvoir les stocker ici, le bitume que nous, voilà, nous pouvons venir récupérer sur des camions et aller donc utiliser. Alors, c'est ça, donc ce qui fait que, voilà, le principe donc, du raffinage. Le principe du raffinage, c'est essentiellement d'augmenter la température. Quand vous augmentez la température 300, 360 degrés, 400 degrés, donc en fonction du point d'ébullition de chaque constituant, évidemment, vous allez sortir l'essence, le kérosène, le gasoil, le white spirit, tous ces éléments-là qui intéressent les pétroliers. Par contre, les résidus, n'est-ce pas, les résidus, ça qu'on appellera, nous, qui donnera le bitume, et ça qu'on va utiliser. Alors, donc pour résumer, il y a deux grandes catégories. Il y a ce qu'on appelle les goudrons, on en a parlé de moins en moins utilisé, et les bitumes. Alors, maintenant, dans le bitume, il y a essentiellement le bitume de pétrole que nous utilisons, mais il y a d'autres types de bitume. Il y a ce qu'on appelle les bitumes naturels. Alors, les bitumes naturels, c'est des résidus d'anciens gisements de pétrole. C'est tout simplement ici, la distillation s'est faite, voilà, donc de façon naturelle. Donc, en ce moment, on les appelle des bitumes naturels. Et aussi, l'asphalte naturel, c'est une roche calcaire imprégnée d'hydrocarbures. Par contre, ce que nous connaissons mieux aujourd'hui, c'est le bitume de pétrole qui est issu de la distillation du pétrole. Alors, la classification des bitumes, il y a plusieurs types de bitumes maintenant. On peut classifier les bitumes. Il y a ce qu'on appelle les bitumes spéciaux, qui sont des bitumes purs, mais non normalisés, c'est-à-dire nécessitent une fiche technique du produit. Par exemple, le bitume 10-20. C'est un bitume qui est très dur. On verra tout à l'heure c'est quoi la dureté. Par exemple, 10-20. C'est un bitume qui est très dur, qui est utilisé pour améliorer le module des enrobés, notamment les enrobés à module élevé, pour résoudre des problèmes d'orniérage, surtout sur les chaussées à fort trafic, ou bien sur les parcs. Il y a aussi le bitume 13-22 en Espagne, 15-25. Ça, c'est des bitumes. Il y a les bitumes fluxés, dont on a réduit la viscosité par transformation rhéologique. Et pour ce faire, il faut ajouter ici, par exemple, une huile de fluxage entre 10 et 12%. Par exemple, l'huile de houille, par exemple. Donc, en ce moment, on dit qu'on a un bitume fluxé. Ici, la viscosité a été réduite par l'ajout d'un solvant non issu du
du pétrole brut, par exemple l'huile de houille. Alors là, c'est utilisé uniquement à la base pour les enduits superficiels. Voilà. Dans beaucoup de pays, par contre, l'huile de houille est cancérigène. Dans certains pays, comme la France par exemple, ces bitumes fluxiers sont interdits à cause de ses propriétés cancérigènes. Il y a d'autres pays également qui l'interdisent. Les bitumes fluidifiés, c'est ça qu'on appelle les cutbacks. Là, la viscosité a été réduite par ajout d'un diluant issu du pétrole brut, n'est-ce pas? Par exemple, le pétrole ou bien le kérosène, n'est-ce pas? Ça permet de réduire ici la viscosité. Il y a aussi les émulsions de bitume. Quand on parle d'émulsion de bitume, c'est un mélange de bitume et d'eau. Mélange de bitume et d'eau. Mais bon, vous savez que les huiles et l'eau ne se mélangent pas. Quand vous mélangez de l'huile et de l'eau, vous voyez que l'eau va se séparer de l'huile. Alors, quand on fait des émulsions de bitume, forcément, il y a un agent qu'on y met, qu'on appelle un émulsifiant. C'est-à-dire un agent qui a un radical hydrophile et un radical lipophile, n'est-ce pas? C'est ça qui permet de faire le mélange entre l'eau et les huiles. Il y a les bitumes modifiés où on a ajouté des agents chimiques, on appelle des polymères. Par exemple, il y a le bitume anti-orniarant. Ça, c'est pour des trafics très forts. Dans les zones giratoires où vraiment il y a des mouvements qui entraînent ici des contraintes tangentielles, des charges en tout cas très élevées, où on a besoin d'une résistance assez élevée de l'enrobé. En ce moment, on peut utiliser ce bitume-là. Il y a aussi le bitume anti-kérosène qui résiste aux hydrocarbures. Et on peut les utiliser également pour faire des enrobés minces ou bien des enrobés très minces. Il y a les bitumes dopés. On peut doper un bitume. Un bitume qui présente un défaut de collage par rapport au granulat. En ce moment, on peut doper ce bitume, ajouter des additifs pour augmenter l'adhésivité. Il y a les bitumes de synthèse qui sont des bitumes clairs. Pourquoi? Parce que sans asphaltène, ils sont synthétisés, il n'y a pas d'asphaltène. J'ai dit tout à l'heure que c'est l'asphaltène qui donnait la couleur noire. En ce moment, on peut synthétiser un certain nombre de bitumes. Il y a des bitumes à base de résine et de liant végétal. Il y a des bitumes synthétisés de plus en plus aujourd'hui par des industriels. Il y a des bitumes même colorés, n'est-ce pas? Et c'est une technologie quand même un peu vaste. Alors, les bitumes modifiés, je reviens un peu sur les bitumes modifiés par des polymères, par exemple les élastomères. Les élastomères tels que le SBS, le styrène butadiène styrène, à hauteur de 5%, peut modifier donc le bitume, n'est-ce pas? Voilà, n'est-ce pas? En ce moment, voilà, ça permet donc d'améliorer les caractéristiques, n'est-ce pas? Notamment la pénétrabilité, la température bi et ano. Par exemple, un bitume 50-70 modifié par du SPS, vous voyez que la pénétrabilité va diminuer, c'est-à-dire la dureté va augmenter. Par contre, ça augmente la température bi et ano. Donc ici, il y a possibilité donc le SPS va pomper les huiles qui devient donc plus dur à chaud, n'est-ce pas? Ça devient plus dur à chaud, ce qui va augmenter la température bi et ano. Donc ici, vous voyez les performances, la pénétrabilité est diminuée, ça devient plus dur, la température bi et ano va augmenter, ce qui fait qu'effectivement, ça devient plus dur à chaud. Voilà, donc ça permet d'améliorer l'ensemble des performances. Il y a d'autres polymères tels que les plastomères, EVA, éthylène acétate de vinyle. Il y a le latex SBR, caoutchouc styrène butadiène. Il y a le polychlorophrène, n'est-ce pas? Caoutchouc. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de techniques qu'on utilise pour améliorer donc le bitume. Alors, les essais maintenant, l'essai d'identification. Alors, le premier, l'essai principal ici qu'on va parler, c'est la pénétrabilité à l'aiguille. Ça permet de caractériser la dureté, la dureté donc du bitume, n'est-ce pas? Alors, le principe consiste tout simplement à mesurer l'enfoncement dans le bitume
chauffer à 25 degrés Celsius. À 25 degrés Celsius. Pendant 5 secondes d'une aiguille sous une masse de 100 grammes. Donc ici, donc on prend une aiguille, voilà une aiguille. À la tête de l'aiguille, vous avez une masse de 100 grammes. Cette aiguille, on le pose sur le bitume, l'échantillon de bitume qui est là, à une température de 25 degrés. C'est généralement la température spécifiée. Évidemment, il y a d'autres tenant compte de leurs conditions climatiques qui peuvent changer la température. N'est-ce pas? Mais la température de référence ici, c'est 25 degrés Celsius. Donc, laissez durer 5 secondes. C'est-à-dire que vous mesurez l'enfoncement de cette aiguille-là. Quand vous posez l'aiguille, qui supporte une charge de 100 grammes, sur le bitume à 25 degrés, évidemment, l'aiguille va s'enfoncer dans le bitume. Laissez ne durer que 5 secondes. Vous mesurez pendant 5 secondes, vous arrêtez et vous mesurez l'enfoncement de l'aiguille dans le bitume. Donc, cet enfoncement exprimé en dixième de millimètre. En dixième de millimètre. Donc, voilà l'appareil, voilà une photo de l'appareil. Alors, ça nous permet de faire la classification des bitumes purs. Hein? Ainsi, la norme distingue 5 catégories de bitumes, 5 classes de bitumes purs, qu'on appelle le 20-30, le 35-50, le 50-70, le 70-100, le 180-200. Voilà les 5 catégories de bitumes purs normalisées, notamment par cette norme-là, la norme européenne. Alors, un bitume 20-30, c'est quoi? C'est un bitume dont la pénétrabilité à l'aiguille est comprise entre 20 et 30 dixièmes de millimètre. 35-50, c'est-à-dire que la pénétrabilité ici est comprise entre 35 et 50 dixièmes de millimètre, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous voyez que plus la pénétrabilité augmente, plus les chiffres là augmentent, moins, plus le bitume est mou. Par contre, plus ces chiffres-là sont faibles, plus le bitume est dur. Un bitume 20-30 est plus dur qu'un bitume 35-50, qui est plus dur qu'un bitume 50-70, qui est plus dur qu'un bitume 70-100, qui est plus dur qu'un bitume 180-200. Voilà. Donc, derrière les bitumes 70-100, 180-200, ça, c'est des bitumes mous. Par contre, les bitumes 20-30, 35-50, 50-70 sont des bitumes durs. Alors, ici, dans nos pays, les bitumes les plus utilisés, c'est le 35-50, 35-50, parfois le 50-60, 70. Donc, voilà. Donc, ça permet d'apprécier vraiment la dureté donc, du bitume. Évidemment, l'utilisation d'une catégorie, d'une classe de bitume dépend des conditions climatiques. C'est vrai que dans les pays où il fait excessivement chaud, par exemple, dans nos pays, les pays tropicaux, on ne va pas se permettre d'utiliser un bitume mou comme ça, n'est-ce pas? Ça, c'est des bitumes mous. Avec la température qui augmente, qui est très élevée, ça va devenir encore trop mou et donc ça va engendrer rapidement des déformations excessives. Voilà. Donc, on utilise un bitume d'autant plus dur que la température est élevée. Aussi, l'essai bi et anode. Ça permet de mesurer la température de ramollissement. Donc, c'est la température à laquelle une bille d'acier de 3,5 grammes va traverser un anode de laiton rempli de bitume. Le tout est immergé dans un bain d'eau. Dans un bain d'eau ou bien dans un bain de glycérine. Ça dépend de la valeur de la température bi et anode que vous chauffez à la vitesse constante de plus 5 degrés Celsius par minute. Donc, vous prenez, il y a des anneaux au laboratoire. Il y a de petits anneaux là. Et dans cet anneau-là, de laiton, vous mettez le bitume. Voilà, 2 anneaux. Chaque fois, vous le remplissez de bitume. Maintenant, sur ces anneaux remplis de bitume, vous posez des billes. Vous posez une bille qui est là, n'est-ce pas? Vous posez une bille. Cette bille de 3,5 grammes. Vous le posez sur le bitume et vous chauffez l'ensemble. Alors, quand vous chauffez, évidemment, le bitume va devenir de plus en plus fluide et donc la bille va commencer à s'enfoncer dans, voilà, vous chauffez à une température, à une vitesse de plus 5 degrés Celsius par minute. Donc, au fur et à mesure, vous mettez l'ensemble maintenant dans un bain-marie, n'est-ce pas, et vous chauffez progressivement. Vous voyez, un thermomètre qui permet de contrôler la température. Vous chauffez progressivement. Le début de l'essai, c'est à 5 degrés et à chaque minute, donc, vous augmentez donc, de 5 degrés. En ce moment, le bitume
va devenir de plus en plus fluide ici, et donc la bille va s'enfoncer dans le bitume. Voilà, vous voyez que la bille est en train là, une photo là, de s'enfoncer dans le bitume. Alors, la température bille à nous, c'est quoi? C'est la température à laquelle la bille va tomber au fond du récipient. Quand la bille tombe au fond, on mesure la température correspondante à ce qu'on appelle la température bille et anneau, ou bien le point de ramollissement. Elle est exprimée en degrés Celsius. Alors, il y a déjà donc 5 catégories de bitume en fonction de la température bille et anneau. Par exemple, quand on dit 34-43, en termes de température bille et anneau, ici, ça veut dire que la température est comprise en 34 et 43 degrés Celsius. Voilà. Alors, je reviens un peu sur les bitumes fluidifiés et fluxés. Je les sors un peu ici pour les expliquer parce qu'on les utilise beaucoup. À part les bitumes purs, on utilise plus les bitumes fluidifiés et fluxés et même ce qu'on appelle les émulsions. Donc, c'est pour des commodités de la mise en œuvre. En ce moment, il est nécessaire de faire baisser la viscosité des bitumes à faible température. N'est-ce pas? Comment? En ajoutant des diluants ou bien de faire ce qu'on appelle l'émulsion, les émulsions de bitume. Donc, le bitume fluidifié, je l'ai dit tout à l'heure, le diluant est une huile de houille provenant de la distillation du goudron. Le bitume fluidifié, qui est plus utilisé, là, le diluant est une fraction légère qui est issue du pétrole. Ça peut être de l'essence, kérosène, gasoil, tout ce que vous voulez. Évidemment, on va les classer en fonction de la vitesse donc, de ce qu'on appelle le slow curing, medium curing et rapid curing. Donc, SC, MC, FC. Donc, il y aura ici 3 catégories de bitume fluidifié, SC, MC et RC. Donc, slow curing à prise rapide, medium, moyenne, slow, cela veut dire à prise lente, medium, cela veut dire que moins, rapide, cela veut dire que c'est. Alors, les principales caractéristiques maintenant d'ailleurs, la base de la classification de ces bitumes fluidifiés et fluxés, ce qu'on appelle la pseudo-viscosité. Il faut faire l'essai de pseudo-viscosité qui caractérise la viscosité, n'est-ce pas? En utilisant des viscosimètres. Des viscosimètres sont des appareils qui nous permettent de caractériser la viscosité du bitume fluidifié ou fluxé. Donc, avec plusieurs types, on parle de viscosimètre STV ou BRTA. En tout cas, ça mesure le temps d'écoulement de 50 cm3 de bitume dans un orifice de 10 ou 4 mm à une température constante de 25 ou 40 degrés Celsius. Voilà. Donc, la pseudo-viscosité également permet d'apprécier, donc de caractériser les bitumes fluidifiés et fluxés. Il y a aussi ce qu'on appelle la distillation fractionnée. La distillation fractionnée mesure la fraction distillant au-dessus de 190, 215, 290 et 360 degrés Celsius, n'est-ce pas? Et à partir de là, donc, on peut classifier les bitumes fluidifiés et fluxés en fonction de leur, essentiellement, donc, de la pseudo-viscosité et de la distillation fractionnée. Par exemple, quand on dit un queue de bac 400-600, qui est plus utilisé, c'est quoi? C'est que ici, la pseudo-viscosité est comprise entre 400 et 600 secondes, n'est-ce pas? C'est-à-dire le temps que met 50 cm3 de bitume à traverser un orifice donné, l'orifice de 10 ou de 4 mm, n'est-ce pas? Il y a aussi les bitumes fluxés, 400, 600, 800, 1200, 1200, 1600, etc. Donc, tout ça, c'est des essais de laboratoire, qui nous permettent donc de pouvoir classifier ces produits. 0,1, c'est lorsque c'est inférieur à 30. D'habitude, quand c'est inférieur à 30, on remet tout dans le même lot, on les appelle un 0,1. Évidemment, ici, par rapport à 10, 15, l'orifice est différent, parce que l'orifice peut être
de 10 mm ou bien de 4 mm. Voilà l'appareil, hein, le pseudo-viscosimètre, le viscosimètre qui permet de mesurer. Ici, vous avez un tube là, coté ici en millimètres, n'est-ce pas? Et ici, vous avez, voilà, vous pouvez ici mettre l'échantillon de bitume. Vous avez l'orifice, hein, ici 4 mm, n'est-ce pas? Vous pouvez varier l'orifice. En ce moment, on mesure le temps que met le bitume que l'on met ici, n'est-ce pas? À une température donnée, le temps que met, voilà, une quantité de bitume à s'écouler à travers un orifice, hein, de diamètre. Voilà, ça c'est le type Engler, le viscosimètre Engler. Ça aussi, ça mesure la pseudo-viscosité, n'est-ce pas? Et ici, hein, un tube d'obturation qui est là, n'est-ce pas? Et un bain d'eau qui permet de fixer la température avec des agitateurs. Hein. Donc, ça ici, une fiole là, n'est-ce pas? Hein, qui permet donc, voilà, sans ici, qui permet donc de mesurer, donc ici également, voilà, les temps d'écoulement donc du bitume fluidifié ou fluxé. Voilà, donc voilà un autre appareil qui permet de mesurer la pseudo-viscosité. Évidemment, il faut toujours se reporter aux normes pour plus de détails, hein, parce que c'est plus compliqué que ça. Évidemment, on donne ici que les principes généraux. Donc, allez, reportez-vous directement à la norme pour la mesure, hein, de la pseudo-viscosité du bitume pour pouvoir comprendre maintenant les détails du début de l'essai jusqu'à la fin, jusqu'à même l'exploitation des résultats, le traitement des données. Alors, voilà, l'autre lien qu'on utilise, ce qu'on appelle les liens hydrauliques. Alors, les liens hydrauliques, l'on connaît le lien hydraulique qu'on utilise le plus, c'est le ciment. C'est le ciment qui est obtenu par cuisson d'un mélange de calcaire et d'argile, ce qui va entraîner donc la création, la naissance de silico-aluminate et de ferro-aluminate de calcium, anhydre. Donc, à partir de là, on le broie et après, on essaie donc d'avoir du ciment. Tout part d'un mélange de calcaire et d'argile. On dit qu'environ 80% de calcaire et 20% d'argile. Ensuite, voilà, on mélange tout, on broie tout, on les mélange. Après, on va passer à la cuisson à une température, ici, hein, regardez, à une température de 1450 degrés Celsius. Déjà, la flamme là que vous voyez ici est à 2000 degrés Celsius. Hein, la flamme est à 2000 degrés Celsius, n'est-ce pas? Alors, vous le broyez, voilà, vous le chauffez ici à une température de 1450 degrés Celsius. Ça va donner naissance à ce clinker-là. Le clinker, donc, va être un mélange de silico-aluminate et ferro-aluminate de calcium anhydride. Après ce clinker, vous le broyez avec, vous mettez des retardateurs de prise, du gypse, éventuellement d'autres constituants, et ça qui va donner naissance au ciment. Hein, au ciment. Donc ça, c'est un four, hein, un four de cimentation. On l'appelle le long cylindre rotatif. C'est juste la partie qu'on sort là pour vous montrer. Alors, c'est de grosses machines, hein. C'est de grosses machines. Hein. Regardez le bonhomme là qui est là par rapport à sa taille. Hein. Regardez. N'est-ce pas? Donc, ça fait... Non, le ciment qu'on utilise pour la construction routière, ça doit être un ciment au durcissement lent et progressif. Mais malheureusement, les ciments qu'on utilise dans nos pays, c'est le ciment qu'on utilise dans la construction. Mais pour en construction routière, quand même, on a besoin d'un ciment. Évidemment, c'est le même type de ciment que le ciment Portland qu'on utilise, mais on a besoin quand même d'agir sur la composition pour avoir un durcissement lent et progressif. Alors, en ce moment, on a besoin d'une maniabilité suffisante à la mise en œuvre, environ 8 heures de temps, plus des performances mécaniques à long terme. Alors, maintenant, il y a deux types de ciment, qu'on appelle les ciments Portland purs, auxquels on va ajouter
hein, des ajouts. On va faire des ajouts tels que les laitiers, les cendres volantes, les pouzzolanes, les fileurs calcaires. Donc, en ce moment, on aura un ciment qu'on peut utiliser à maniabilité suffisante avec des performances mécaniques à long terme qu'on peut utiliser pour la construction. Il y a aussi le ciment à haute teneur en laitier et à grosse mouture aussi. Ça également, c'est un ciment qu'on peut utiliser donc, voilà, dans la construction. Maintenant, on a besoin d'ajouter des retardateurs de prise, n'est-ce pas, de jouer sur les retardateurs de prise qu'on peut incorporer sous forme liquide, hein, ou bien incorporer à l'eau de malaxage. Au moment du mélange, on peut incorporer donc ces retardateurs de prise-là, n'est-ce pas? Avec un dosage faible, ça nous permet donc d'avoir quand même un temps de maniabilité assez suffisant, n'est-ce pas, pour pouvoir mettre en œuvre les sols ciments, les matériaux traités au liant hydraulique comme matériaux routiers. Donc, c'est les ciments qu'on utilise, hein, mélange d'argile et de calcaire, chauffé à haute température, qui après cuisson, hein, est réduit en poudre, c'est ça qui donne le ciment. Aussi les laitiers. Alors, les laitiers sont obtenus lors de la fabrication de la fonte dans les hauts fourneaux. L'industrie métallurgique, n'est-ce pas? On est bien, donc, ces résidus-là, hein, les résidus donc, des hauts fourneaux de fabrication de la fonte, ces laitiers également sont utilisés. Il y a plusieurs types de laitiers. On parle de laitiers granulés, de laitiers bouletés. En tout cas, c'est des liants hydrauliques qu'on peut, c'est des produits, c'est des résidus qui peuvent avoir des propriétés de liants hydrauliques qu'on utilise également, qu'on peut utiliser. C'est vrai qu'on ne les trouve que dans les pays où ces industries-là sont développées, n'est-ce pas? Dans le nord de la France, par exemple. Il y a aussi les cendres volantes, qu'on appelle les fly ash en anglais. Alors, les cendres volantes sont recueillies, hein, dans les fumées de centrales thermiques. Vous voyez, les centrales thermiques, hein, au niveau de la cheminée, qui dégagent la fumée, les fumées-là, quand on les piège, quand on les récupère, à la longue, ça donne des cendres, n'est-ce pas? Des cendres volantes qu'on peut récupérer. On les retrouve au niveau des cheminées, donc des centrales thermiques qui fabriquent l'électricité à partir de la combustion du charbon. À partir de la combustion du charbon. Donc, on a trouvé beaucoup, par exemple, aux États-Unis, les cendres volantes. Il y a les pouzzolanes. Alors, les pouzzolanes sont des cendres volcaniques naturelles, n'est-ce pas? C'est des cendres volcaniques naturelles. C'est des produits volcaniques, hein, naturels, tels que beaucoup de produits. Ici, par exemple, voilà, dans des zones où il y a eu des éruptions volcaniques. Parfois, ces éruptions volcaniques s'accompagnent de cendres, de produits volcaniques qui broyaient, hein, ou bien de cendres qui peuvent avoir des propriétés de liants hydrauliques. Peuvent avoir des propriétés de liants hydrauliques. On les appelle des pouzzolanes. On les appelle des pouzzolanes. Il y a évidemment la chaux. Hein. La chaux également est un liant hydraulique obtenu par cuisson du calcaire pur. Hein, par cuisson du calcaire pur, on peut avoir la chaux également qui est utilisée pour le traitement des sols argileux, hein, très riche en eau. On peut utiliser, par exemple, la chaux dans les sols de plateforme, mais dans beaucoup de matériaux routiers, on peut utiliser la chaux comme liant hydraulique. Ça permet, donc l'effet de la chaux permet donc d'agréger plus de particules. La réaction, qui est une réaction exothermique, va dégager de chaleur, augmenter la température. Et cette augmentation de température, ce dégagement de chaleur, va réduire la teneur en eau du mélange, va agréger plusieurs particules fines. Hein, la chaux va agréger plusieurs particules fines, ce qui fait que l'indice de plasticité va diminuer, hein, la portance du matériau va augmenter et voilà, on parvient ici à améliorer l'ensemble des performances mécaniques de l'ensemble. Voilà, merci de votre aimable attention.